J'évoquerai dans un premier temps un petit peu quelques éléments de définition autour de cette notion d'émancipation, elle se rattache aussi aux pratiques éducatives, et puis aussi pour la problématiser, essayer de pointer certains des contradictions, des paradoxes qui en sont constitutifs en éducation. Ensuite, de quoi je ferai le lien avec les pratiques d'histoire de vie et d'approche biographique en montrant que on peut les penser à la fois comme une praxis émancipatrice qui révèle des choses de notre rapport au temps, et puis en même temps comme un moyen naturellement d'étude, de recherche pour comprendre ou pour étudier les temporalités et les rythmes qui sont constitutifs des processus à travers lesquels on se développe, on développe son autonomie, son pouvoir d'agir ou son émancipation. Et puis je vous proposerai dans la dernière partie de cet exposé ce à quoi en fait, j'ai abouti dans ma réflexion dans le livre, une approche pour essayer de concevoir, de modéliser, de théoriser la manière dont on pense les temporalités d'un processus émancipateur à partir du concept de rythme et d'une approche que je qualifierais de rythme analytique, aussi en écho aux travaux de Gaston Bachelard et de Henri Lefebvre, parmi d'autres. Quelques éléments de définition par rapport à cette notion d'émancipation. Donc c'est une notion, comme vous le savez peut-être, qui est issue du droit romain, dans lequel elle désigne à l'origine l'acte conférant à un esclave ou à un enfant le droit d'homme libre. Dans le droit civil moderne, la notion d'émancipation renvoie à un acte solennel par l'effet duquel un enfant mineur est affranchi de la puissance paternelle ou d'une tutelle. Par extension, le terme renvoie aujourd'hui à l'action de se libérer, de s'affranchir d'un état de dépendance ou à l'état qui résulte d'une telle action. Au sens figuré, l'expression évoque alors le fait de se dégager d'une dépendance morale ou des préjugés de son époque. On parle alors d'émancipation de la pensée, d'émancipation politique, intellectuelle ou sexuelle. Comme le rappelle Navet, un auteur qui a édité un ouvrage sur ce thème, l'émancipation tire son origine du refus d'un état de fait. Il désigne l'ouverture d'un temps et d'un espace de rupture. Elle se révèle également constitutive d'un effort et d'un mouvement qui porte réciproquement le sujet qui les exerce. Tout mouvement d'émancipation vise ainsi à modifier les rapports fondamentaux entre humains. Il apparaît dès lors comme corrélatif d'un moment critique dans lequel l'organisation tant sociale que politique de la cité vient se refléter dans son arbitraire et dans sa contingence. Donc c'est là pour moi le lien fort naturellement entre processus critique et émancipation, ce moment de prise de distance, de remise en question, et éventuellement de contestation d'un ordre établi qui n'est plus considéré comme allant de soi. Alors, quelques mots par rapport au lien qui existe entre cette notion d'émancipation et les théories éducationnelles, et en particulier les théories critiques. Donc, à partir du XVIIIe siècle, l'idée d'émancipation a évolué conjointement avec la pensée philosophique des Lumières. On la retrouve notamment chez Kant, pour qui elle renvoie au processus à travers lequel le sujet développe son indépendance et son autonomie, à partir de l'usage qu'il fait de sa raison. La propension et la vocation à penser librement sont propres à la nature humaine et de telles dispositions émergent au travers de l'éducation. Ce postulat est désormais ancré au cœur de la pensée éducationnelle moderne. Elle a été vraiment décisive dans le développement des idées pédagogiques et éducationnelles à partir de cette période. Ainsi, la conviction selon laquelle l'éducation doit être avant tout orientée vers l'autonomie et la liberté du sujet, plutôt que de viser à son insertion au sein d'un ordre existant, a joué un rôle central dans son développement au fil du XIXe siècle, autant sur le plan des pratiques que sur le plan académique. Et ici en France, notamment, vous avez naturellement des traditions autour de l'éducation ouvrière, l'éducation populaire, qui remontent au XIXe siècle. Pour nos amis brésiliens, donc, évidemment l'influence plus récente des écrits et de la contribution majeure de Paulo Freire.
Alors peut-être quelques mots sur le développement de ce que j'ai appelé les pédagogies critiques. Certaines s'identifient explicitement comme telles, d'autres ne revendiquent pas forcément cette appellation, qui ont émergé et qui se sont développées au cours du XXe siècle. Donc, au cours de ce siècle, la poursuite d'un idéal d'émancipation a contribué à l'émergence d'un certain nombre de formes distinctes de pédagogie, autant dans le milieu scolaire que dans le milieu de la formation d'adultes, dans différentes régions du monde et en fonction naturellement de différentes affinités théoriques. En France, leur histoire éclaire en partie le recours contemporain aux approches biographiques en éducation qui revendiquent cet héritage critique. Enraciné à la fois dans la promotion d'une éducation citoyenne ou dans des pratiques d'éducation populaire, le projet d'une éducation émancipatrice s'est renforcé à partir des discours contestataires des années 60 et des expérimentations qui ont émergé à cette époque, dès cette époque, en sciences de l'éducation. Je fais ici référence à des courants tels que l'antipédagogie, la pédagogie de la libération, les pédagogies et l'analyse institutionnelle, tout le courant, la mouvance autour de l'auto-formation. Ils sont autant de traditions finalement qui revendiquent une portée émancipatrice et une conception critique de l'éducation et de la formation, quand bien même, et ça c'était un peu l'objet de ma thèse, cette notion de critique est souvent, demeure souvent, enfin, les postulats sur lesquels elle repose demeurent souvent tacites et implicites, et donc le questionnement même sur le sens de ce que signifie être critique n'est pas forcément l'objet même d'une remise en question. Et ça, c'est l'une des caractéristiques finalement de ce qui a émergé aussi dans la dernière partie du XXe siècle, notamment en langue anglaise. Alors, aux États-Unis, en particulier, l'influence des philosophies analytiques et pragmatistes, mais aussi la réinterprétation des théories critiques d'origine européenne, notamment les théories critiques de l'école de Francfort, ce que les Américains appellent la French Theory, qui sont en fait des réinterprétations des écrits de philosophes tels que Michel Foucault, Jacques Derrida ou Lyotard, ont contribué, ces différents apports ont contribué au cours des dernières décennies, à partir du milieu des années 70, à l'émergence et à l'institutionnalisation de différents courants critiques en éducation, notamment ce qu'on appelle la critical pedagogy, le critical thinking movement, et puis également la théorie de l'apprentissage transformateur, transformative learning, à laquelle je vais faire référence tout à l'heure dans cet exposé. Il me semble aussi important de noter, et là je vais un petit peu vite là-dessus parce que ce n'est pas l'objet même de ma présentation, mais c'est pour contextualiser un petit peu aussi certaines des problématiques sur lesquelles je vais revenir. C'est dans cette évolution, et suivant la métamorphose des mouvements contestataires qui a marqué les années 60, notamment la fragmentation des luttes sociales, l'émergence de communautarisme, le besoin de reconnaissance des minorités, de genre, race, orientation sexuelle, par exemple. De nouvelles postures ont émergé, notamment au cours des années 80 aux États-Unis, revendiquant des postures alternatives. On parlera alors de critiques postmodernes ou postmodernistes, post-structuralistes, post-colonialistes, les pédagogies critiques féministes et raciales, etc. Et ces différents courants, en fait, ont conduit à remettre en question, interroger, voire dénoncer les effets aliénants inhérents aux conceptions de l'émancipation, jugées par certains comme étant trop universalistes ou trop rationalistes. Donc il y a vraiment, à partir des années 80, toute une littérature et beaucoup de débats sont apparus dans les revues de sciences de l'éducation, avec vraiment une explosion du nombre de références sur le sujet, avec des oppositions très fortes en différentes postures, questionnant finalement ce qu'implique le projet émancipateur en éducation et le travail critique qui est associé. Donc une remise en question des postulats à partir desquels la portée, la visée émancipatrice est envisagée. Donc avec ces critiques, c'est finalement l'idéal moderniste d'une éducation émancipatrice qui est apparu dans sa contingence historique, révélant des nuances, des rapports de force entre des logiques épistémiques, sociales et culturelles
à la fois complémentaires, contradictoires et antagonistes. Alors, ce que j'aimerais évoquer avec vous, pour un petit peu concrétiser ce que je viens d'évoquer, je reprends ici quelques éléments qui ont été évoqués par un philosophe de l'éducation qui s'appelle Gerd Biesta, qui est, je crois, d'origine hollandaise, qui travaille en Grande-Bretagne, qui est assez connu dans le champ anglophone et qui est en fait un des auteurs qui a importé en langue anglaise la pensée de Jacques Rancière, notamment autour de sa conception de l'émancipation, et qui pointe de manière, à mon avis, très habile certains des paradoxes d'une éducation émancipatrice. Et donc j'aimerais évoquer avec vous certaines de ces contradictions parce qu'elles vont, plus tard dans mon exposé, me permettre de légitimer ou de justifier ce que je vous proposerai comme une approche rythmique de l'émancipation. Donc à la lumière de l'évolution que je viens d'évoquer, en s'inspirant de réflexions développées par Jacques Rancière, Gerd Biesta identifie au moins 3 formes de contradiction caractérisant la manière dont la relation entre autonomie et liberté est aujourd'hui envisagée en éducation. La première contradiction, c'est le fait que bien que l'émancipation soit orientée vers l'indépendance et la liberté, un état de dépendance réside le plus souvent au cœur de l'activité de formation. Ainsi, l'intervention pédagogique, même dans une conception critique, suppose la présence d'un savoir ou d'une expérience qui sont considérés comme étant de facto inaccessibles aux apprenants en dehors du dispositif pédagogique ou de formation. Dans le champ des histoires de vie, quelque part, il y a le postulat qu'à travers le dispositif qu'on met en place pour recueillir ou mettre en forme un récit de vie, on va donner accès aux personnes avec lesquelles on travaille à un processus de réflexivité, un processus d'échange, de confrontation à l'altérité qui pourrait être envisagé comme émancipateur et auquel, a priori, il serait plus difficile d'avoir accès en dehors de ce dispositif ou alors qui requerrait naturellement d'autres formes de dispositifs. Donc une première contradiction. Deuxième contradiction réside dans le fait que, bien qu'elle vise un idéal d'égalité, l'éducation à portée émancipatrice implique aussi une inégalité entre des formateurs émancipateurs et des apprenants à émanciper. De par leur expertise ou leur expérience, les premiers seraient ainsi en position de pouvoir exercer un acte de démystification des rapports de pouvoir et des rapports au savoir auxquels les seconds seraient soumis. Donc même si dans la pratique, dans la réalité de la praxis biographique, on met souvent l'accent sur l'égalité de statut, liée au fait que l'expérience de vie de chacun est légitime, à sa légitimité et dès lors sa valeur épistémique et sa valeur en termes d'apprentissage. Malgré cela, il y a dans la dynamique même d'échange qui prend forme des rapports inégaux qui sont liés au statut même des personnes qui sont impliquées de par leur ancrage institutionnel notamment. Finalement, bien qu'une démarche à visée émancipatrice suppose d'agir dans l'intérêt des personnes qu'elle vise, elle repose également sur une certaine forme de défiance et de suspicion à l'égard de l'expérience vécue. Là, je cite Biesta, la logique de l'émancipation implique que l'on ne peut pas réellement faire confiance à ce que l'on voit ou ce qu'on le ressent, mais que l'on a besoin de quelqu'un d'autre pour nous dire ce dont on fait l'expérience et la nature réelle de nos problèmes. Donc là encore, un rapport assez contradictoire entre d'un côté la reconnaissance de l'authenticité, de la légitimité de l'expérience partagée, et en même temps le postulat qu'il existe une réalité cachée, qu'il conviendrait de dévoiler, de démystifier, qui peut renvoyer à des rapports de force notamment, ou des rapports de pouvoir, des rapports de domination, par exemple, qu'il s'agirait de mettre au jour. Mais ici, les pratiques biographiques empruntent à d'autres référentiels, ça peut être psychanalytique, ça peut être sociopolitique, pour rendre compte de ces éléments cachés, tacites, qu'il s'agit de mettre en évidence pour contribuer à accompagner des apprenants dans une démarche réflexive de prise de conscience et de prise de distance par rapport aux réalités vécues par le passé ou dans le présent. Et là, je trouve utile de faire référence aux apports d'Edgar Morin, qui a écrit, notamment dans le 2e volume de la méthode, des très très beaux passages autour de la notion d'émancipation et
des rapports finalement dialogiques entre autonomie et dépendance. Donc, comme il le relève, émancipation et asservissement s'inscrivent toujours dans un rapport dialogique, duquel il est impossible de s'extraire. Tout ce qui contribue à l'autonomie d'un système, donc pour Morin, un système, ça peut être un organisme vivant, une personne, un groupe, même une théorie ou un processus de formation. Donc tout ce qui contribue à l'autonomie d'un système se révèle aussi comme une source réelle ou potentielle de dépendance et de contrainte. Donc, sous cet angle-là, on peut envisager la pratique biographique comme une démarche qui peut contribuer à un moment de construction de son autonomie ou de renforcement de son autonomie, en même temps qu'elle contribue aussi à nourrir certaines formes de dépendance. Ça peut être par rapport à l'institution formatrice, ça peut être des rapports de dépendance économique. Je donne souvent cet exemple-là dans ma pratique aux États-Unis. Les personnes avec qui je travaille, donc Columbia est une université privée dont les frais d'écolage sont extrêmement élevés. Donc il y a à la fois une attente de gain d'autonomie à travers l'obtention d'un diplôme, et puis en même temps, il y a une création claire de dépendance économique et financière. La plupart des étudiants s'endettent pour pouvoir passer par là. Donc une tension. Donc, au-delà de l'émancipation, l'action de transformation est dès lors à envisager à travers les tensions permanentes qui existent entre autonomie et dépendance, maîtrise de son devenir, contrôle sur et par autrui. Qu'on les envisage sous l'angle de la formation ou de la recherche, ces tensions apparaissent au cœur des rapports entre émancipation, histoire de vie et démarche biographique.